Merci d'avoir répondu passivement à notre appel, à notre invitation. En tout cas, nous vous remercions pour cela. Nous vous souhaitons tous et toutes la bienvenue à ce webinaire qui va principalement se focaliser sur la coordination conjointe VBG et protection de l'enfance en ce qui concerne les survivants enfants et adolescents. Comme vous le savez, ce webinaire s'inscrit dans le cadre global des événements globaux que le groupe de protection globale est en train d'organiser. Et ce webinaire d'aujourd'hui va se focaliser plus particulièrement sur l'initiative pour les enfants et les adolescents survivants. Avant de continuer, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter Astrid Halland des domaines de responsabilité GBV, ce que nous appelons GBV Award, mais aussi notre collègue Petra du domaine de responsabilité à protection de l'enfance ou les CP Award pour présenter les mots d'ouverture, comme on dit en français, mais en anglais, nous avons l'habitude d'utiliser quelques remarques d'ouverture pour bien démarrer la session. Merci Astrid. Vous êtes invité pour présenter les mots. Merci Oswald. J'avais prévu que ce soit Petra qui aille d'abord, mais je commence. Alors, no problème. Je crois que Petra, après, elle va donner un vue d'ensemble du projet et de l'initiative qu'on a ensemble quasi. Mais de mon côté, j'aimerais juste remercier tout le monde et dire le bienvenue de la part de GBV AWAR. Et aussi dire qu'on est très content, on est très heureux de voir qu'il y a autant de participation. Vous savez, on a fait un webinaire en anglais déjà cette semaine et il y avait plus que 170 participants. Et on voit ça comme une grande reconnaissance, ou une reconnaissance en tout cas croissante, parmi les acteurs de protection, de l'importance du sujet, de l'importance de vraiment mieux travailler, mieux s'adapter aux besoins des enfants et adolescents survivants au VBG ou surtout aux violences sexuelles. Aussi maintenant en temps de Covid, c'est vrai que le projet, je pense, a pris encore plus d'importance et je suis très contente de voir comment Viviane et aussi Karine ont réussi à vraiment s'adapter à cette période et les nouvelles demandes d'appui du terrain. Ce qui est vraiment important dans ce projet et pourquoi on est réunis aujourd'hui, c'est que on ne peut pas seul résoudre le problème, on ne peut pas seul donner assez de protection aux enfants et les adolescents. Donc, c'est vraiment une action multisectorielle, c'est une action qui demande la coordination de nos collègues de protection d'enfance, autant des collègues VBG, de travailler ensemble, et pas seulement nous, mais aussi avec le secteur de santé, etc. Donc, c'est un domaine qui nous est prêt au cœur, je pense tous, aussi parmi les acteurs VBG, parmi les acteurs de protection d'enfance. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on arrive à se réunir, à vraiment faire une coordination autour des besoins des enfants. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que je vois le temps passer et j'ai hâte d'entendre ce que dit Oswald et les autres collègues quasi après. Donc, je vous remercie et je donne la parole à Petra. Ok, merci Astrid. Oui, merci Astrid. Et puis, oui, Petra, la parole, merci. Merci Oswald, merci beaucoup. Et puis aussi de joindre Astrid dans les remercions à vous tous que vous êtes en ligne maintenant, vraiment pour avoir pris le temps d'être avec nous et discuter ce thème très important. Alors, comme Oswald et Astrid ont dit, je vais vous donner quelques points sur l'initiative de CACI
qui a été lancé il y a plusieurs années déjà, avec l'intention d'améliorer la coordination entre les groupes de coordination de la protection de l'enfance et violences basées sur le genre. Alors, le but ultime, vraiment, c'est d'améliorer la qualité et l'accès aux services pour les enfants et les adolescents survivants. Comme l'a dit Astrid, il y a la reconnaissance qu'il n'y a pas encore suffisamment de coopération prévisible, surtout entre ces deux groupes, mais aussi avec des groupes de coordination plus larges, comme elle a mentionné, de la santé, par exemple. Et on voit aussi qu'il y a autant de survivants, des enfants, aussi des adolescents, qui peuvent passer entre les mains du filet et ne reçoivent pas des services de qualité qui sont adaptés à leur âge ou à leur sexe aussi. Aujourd'hui, dans cette session, nous entendrons parler des parties de CASI, donc de cette initiative, qui comprennent un soutien pour mieux comprendre les obstacles à l'accès aux services. Malheureusement, c'est toujours quelque chose qui est négligé. Ça veut dire, souvent, on a des référents, on a la cartographie des services, des acteurs, etc. Mais quand même, le survivant, enfant, adolescent, n'accède pas aux services dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de CASI. Et comme le Covid a montré, il y a une augmentation de la taux de violence. Donc, évidemment, si on travaille ensemble, on est plus fort pour faire le plaidoyer et pour avoir une plus grande efficacité grâce à la coopération. Et puis aussi, non finalement, j'aimerais bien remercier à la coopération suisse, à la DDC, au ministère norvégien des Affaires étrangères et aussi à USAID pour tout le soutien qu'ils ont apporté à CASI à travers les dernières années et aussi qui va continuer au futur. Donc, toutes mes remerciements aux donateurs et à vous, les participants en ligne. Et puis, de retour à toi, Oswald, pour commencer ce webinaire. Merci beaucoup à Astrid et Petra pour ces mots d'ouverture. Je pense qu'on doit aller plus vite pour gagner du temps et merci beaucoup de nous avoir aidés pour cela. Sans pour autant tarder, je voudrais rappeler que ce webinaire va durer 90 minutes, 90 minutes. Et je vais passer à la prochaine slide pour vous présenter l'agenda. Prochaine slide, s'il vous plaît. Présenter l'agenda. Stéphanie. Ça ne bouge pas. C'est un peu bizarre. Pourquoi ça n'avance pas? En bas à gauche, Oswald. Si tu dois aller en bas à gauche. En bas à gauche. Bon endroit. Non, j'y arrive pas. Malheureusement. Je ne peux pas. Tu n'arrives Oui, pas? je suis déjà en bas à gauche. Il n'y a pas de menu pour ça. Naomi, comme tu as la même présentation, tu peux partager ton écran et nous aider à faire les défilements. Sinon, on ne va pas perdre le temps avec ces petits problèmes techniques. Merci, s'il vous plaît. Désolé pour ces petits désagréments techniques. Voilà. Merci, Noémie. Bon, avant de passer à l'agenda, je voudrais rappeler les personnes ressources et les facilitateurs pour ce webinaire. Comme Astrid et Petra l'ont mentionné, c'est initiative conjointe GBV et AOA. Donc, nous avons des collègues des groupes de responsabilité. Nous avons Adama Diallo qui travaille à Dakar pour UNICEF et qui est du service de support francophone. Il y aura moi-même, Oswald, qui fait partie de l'équipe REGA GBV pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.
Je suis spécialiste en coordination de violences basées sur les genres. Parmi les intervenants, nous aurons aussi nos amis de l'Irak, dont Bachir Mourad, qui est conseiller interagence en gestion des cas et qui travaille pour l'IRC en Irak. Nous aurons le soutien de notre collègue Emmanuel Haq, qui est coordinatrice du sous-cluster protection de l'enfant basé au Niger, UNICEF. Nous aurons aussi notre ami Anifa Soumana, le coordinateur du sous-cluster violence basée sur les genres, UNFPA, pour Niger toujours. Et nous aurons Tizita, qui fait partie de l'équipe de coordination CACI au niveau global. Elle est spécialiste protection de l'enfant et VBG, CACI pour IRC. Nous aurons également les collègues du Sud Soudan, dont Koudzani, qui sont des partenaires de IRC dans la mise en œuvre de l'initiative CACI au Sud Soudan. Et nous aurons également Stella Mindra, que je salue déjà des passages. Parmi les autres personnes ressources, il y a toujours des héros dans l'ombre. Il y a Karina Hackling, qui fait partie de l'équipe globale, l'équipe de coordination globale CACI, pour le compte de la protection de l'enfance. Et nous avons aussi Viviane Koch, qui fait partie aussi de l'équipe de coordination globale CACI pour les groupes de responsabilité GBV, AOR. Nous avons aussi notre collègue Jennifer Lee, qui est de l'IRC, qui fait aussi partie de la coordination CACI globale et qui est spécialiste, qui est coordinatrice plutôt GBV et protection de l'enfant CACI pour le compte des IRC. Et nous avons bien évidemment Noémie Dalmonte, qui est la team leader REGA pour l'Afrique, pour la région d'Afrique de l'Ouest et centrale. Merci beaucoup aux collègues qui vont présenter juste après. En ce qui concerne le contenu des sessions du webinaire, tout de suite après la présentation, tout de suite, on va commencer par la première présentation qui va consacrer sur l'introduction de la phase 2 du CACI, avec une discussion sur la manière dont les différents coordinateurs pourront ou peuvent être engagés dans la dynamique, dans la mise en œuvre de l'initiative. Et après cette session, il y aura les équipes de coordination pour le Niger et l'Irak qui vont partager leurs expériences de terrain et comment ils ont pu s'adapter à la pandémie, ils ont pu adapter la réponse CACI à la pandémie COVID-19. Ensuite, suivra une brève présentation sur des exemples pratiques et des outils de coordination de la phase D des CACI. Et après, il y aura une dernière présentation qui portera sur le programme d'apprentissage CACI, et ça sera l'expérience des collègues du Sud-Soudan. Et au final, on va avoir un espace pour les questions-réponses, nous espérons. Avant de donner la parole à Adama Diallo pour faire la première présentation, je voudrais revenir sur ces quelques informations générales. S'il vous plaît, veuillez inscrire votre nom, votre organisation et le rôle que vous occupez dans la boîte de dialogue, les chatbox. Mentionnez aussi des questions et des commentaires que vous pouvez avoir parce qu'il y a des collègues qui vont s'en charger pour vous répondre instantanément et qui vont poster certains liens importants pour vous permettre de bien suivre le webinaire. Il y aura à la fin une évaluation d'environ 3 minutes et le lien sera partagé vers la fin. Le webinaire sera aussi enregistré, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Et le webinaire sera enregistré et sera posté pour que les gens qui n'ont pas pu participer puissent accéder à l'audio. Il y a Naomi qui s'est proposée aussi comme volontaire pour faire l'interprétation. Donc, la présentation pour le site Soudan et IRC seront faites
Ok, on a perdu Oswald. Adam, tu peux continuer? He's freezed. Je pense que Oswald a un souci de connexion. Je vais directement continuer. Naomi, confirme-moi juste que tu m'entends, OK? Oui, c'est très bien. Vas-y. Parfait. Bah, à mon tour aussi de remercier tout le monde et je suis très heureux de voir toutes ces personnes connectées de partout et comme l'a dit tantôt Oswald, nous aurons aussi l'occasion d'écouter les collègues du Niger, d'Irak, du Sud-Soudan et d'ailleurs, ce qui en fera une rencontre, je le gage, riche en partage d'expériences. Cela étant dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adam Diallo, le point focal du service support francophone du domaine de responsabilité globale de la protection de l'enfance. Je suis basé à Dakar, au Sénégal, chez l'institution Bioforce. Alors, dans cette session, je parlerai de la phase 2 de CACI avec une discussion sur la manière dont les coordinateurs peuvent également s'impliquer. Et au fil de la présentation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions déjà dans la boîte de discussion. Naomi se fera le plaisir de les compléter et nous y répondre à la fin. Alors, slide 1. Qu'est-ce que l'initiative pour les enfants et les adolescents survivants? D'abord, revenons très rapidement sur la genèse. Il faut rappeler que dans les situations d'urgence, de nombreux services destinés aux enfants et aux adolescents victimes d'abus sexuels sont fournis par l'intermédiaire d'organisations de protection de l'enfance et les mécanismes de coordination au VBG. Soulignons également que les praticiens de la protection de l'enfance et de la VBG jouent effectivement un rôle qui est central dans la prévention et la réponse aux abus sexuels en intégrant des mesures d'atténuation et en soutenant les services adaptés aux enfants. Alors, les interventions telles que la gestion de cas individuels qui mettent en contact les enfants et les adolescents victimes d'abus sexuels avec des services spécialisés sont je le souligne encore, sont des activités qui sont essentielles et qui sont vitales. Alors, pour que ces interventions soient rapides et efficaces, je pense et nous pensons tous qu'une bonne coordination entre les acteurs des interventions d'urgence est tout à fait essentielle pour garantir surtout l'accès à des services spécialisés. Alors, c'est ainsi qu'est né finalement, comme l'a dit en introduction Petra, CACI, dont l'objectif est d'améliorer la qualité et l'accès aux services pour les enfants et les adolescents survivants de violences sexuelles dans les situations d'urgence. Alors, cette initiative est pilotée par le domaine de responsabilité globale de la protection de l'enfance, le domaine de responsabilité VBG. Nous avons aussi l'International Rescue Committee, ARC. Nous avons NORCAD et tout cela a été généreusement financé par la coopération suisse, USAID et le ministère norvégien des Affaires étrangères. Slide. Alors, très rapidement sur les éléments essentiels de CACI. Comme je l'ai dit tantôt, CACI travaille à améliorer la qualité et l'accès aux services pour les enfants et les adolescents survivants de violences sexuelles dans les contextes humanitaires. Alors, CACI le fait en quoi faisant? D'abord, en accompagnant les acteurs de la protection de l'enfance et de la violence basée sur le genre à renforcer leur coordination et leur collaboration surtout. Et ceci peut aller au-delà des secteurs de la protection de l'enfance et de la VBG et regarder aussi comment on peut mieux adresser les survivants de violences sexuelles, comme l'a tantôt dit Astrid, à travers les secteurs comme la santé, la nutrition, et à ce que cela soit une approche un peu plus intersectorielle. CACI propose aussi un soutien interagence au groupe de coordination de la protection de l'enfance et de la VBG au niveau pays. Ça peut être à la fois au niveau national, mais aussi sous-national. Nous avons l'exemple de DIFA au Niger qui est au sous-national. Et enfin, CACI accompagne aussi les praticiens de la protection de l'enfance et de la VBG et développe des techniques afin qu'ils puissent prendre en charge de manière plus appropriée les enfants et les adolescents survivants de violences sexuelles. Je pense que pour cette partie, nous avons la chance d'avoir Jennifer Lee et Antizita qui vont plus nous en parler avec un exemple plus en détail. Slide. Alors, durant la phase 1, comme vous le savez, CACI a été mise en œuvre dans 4 pays pilotes, mais avec la phase 2, nous avons la chance de pouvoir, pour tous les pays et les contextes qu'ils souhaitent, ils peuvent également demander un appui CACI. Alors, en parlant de soutien, passons à la prochaine slide, je pense qu'on y est déjà. Vous aurez des personnes contact, comme je l'ai dit tantôt. Il est souhaitable, je pense, oui, c'est ça, c'est bien cette slide-là. Il est souhaitable si un pays ou un contexte a un besoin en rapport avec CACI, et le besoin, ils peuvent être
d'une manière différente et il peut varier d'un contexte à l'autre. L'essentiel, c'est que le coordinateur ou la coordinatrice de la protection de l'enfance et de la VBG se coordonnent et envoie un mail au service support francophone du domaine de responsabilité de la protection de l'enfance. Le mail, c'est le CPOR-frenchhelpdesk@unicef.org et au point focal du domaine de responsabilité CACI de VBG sur le mail qui est mentionné sur desuriel@unfpa.org. Et nous, à notre niveau, nous allons nous coordonner pour pouvoir répondre le plus tôt possible. Alors, si nous sommes tous d'accord, nous allons passer la parole au Niger. Et j'ai le plaisir d'introduire Emmanuel Hogue et Anifa Soumana, qui sont respectivement coordinatrices du domaine de responsabilité de la protection de l'enfance au Niger et coordinateurs du domaine de responsabilité VBG du Niger. Il est à l'Irak d'abord, dans la présentation. Ah, excuse-moi, Irak. Si nos collègues de l'Irak, Hamza et Bachir, alors, s'ils sont là, je leur laisse plutôt la parole. Thank you, Adam. First of all, I would like to apologize for not speaking in French, so I will do it in English and the colleague will help with translation. So I'm Bashir, Senior Child Protection Case Management Advisor from Child Protection Subcluster Iraq, deployed by IRC. I will be talking about CACI initiative in Iraq. So the first two slides I will be doing that, and then Hamza will take over to present the rest. So first of all, I will mention in this slide the objective of CACI in Iraq. In line with the global objective, so the CACI have two main objectives in Iraq. The first one was the improving and enhancing the quality of access to service for child and adolescents initiative, survival of sexual abuse in emergency contexts. And the second one is providing interagency support to community level CP and GBV coordination groups. In these slides, we will be capturing some of highlighting points from phase 1, which started in 2018 in Anbar and Salah ad-Din. Then we'll be focusing on the rollout in Ninawa from 2019-2020. The translator will do the translation now, or should I continue? You can continue a bit and I will summarize. Okay, please, the second slide. In this slide, I will be mentioning some gaps that CACI have addressed in Iraq. So mainly it was the first one about the coordination between GBV and child protection was inefficient and lack of partnership. So in general, there was a coordination happening in Iraq, but it was in high level. So in terms of the field, there was a lack of coordination. And then Hamza will talk about the achievement of CACI to maintain the coordination and to develop the coordination in field level. The referral pathway between GBV and CP was particularly for child survivor was not working well in terms of the responsibility and the rules between the GBV and CP, especially when the child was below 12, so was not very clear who should take the responsibility, and CACI after that have cleared that with the rule and the responsibility for each like CP partner and GBV partner. I go there, Bashir, please, okay. Because now it's getting much. Okay. So Bashir is like making just an introduction on the objective of CACI specific to the context in Iraq. So reinforcing the. Pardon, je suis en train de parler en anglais. Pardon. Donc, Bashir avait fait la différence, il avait commencé avec l'introduction sur les contextes en Irak en disant qu'il les CACI en Irak, il a quand même des objectifs un peu plus contextualisés. Donc, d'abord, le renforcement de l'offre des services et ensuite les soutiens interagences qui sont dans l'initiative globale. Entre 2018 et 2019, ils se sont concentrés sur les endroits qui sont cités dans cette page. Je ne sais pas prononcer très bien, je ne suis pas experte du monde arabe, donc je vous laisse prendre note. Anbar, Salah ad-Din et puis en Ninawa.
Et la difficulté principale qui était vue dans la première analyse de spécificité de l'Irak était le faible partenariat entre les deux groupes de coordination, surtout en ce qui concernait le travail des acteurs à niveau de terrain et en particulier sur les circuits de référencement. Donc, un des premiers challenges pour eux, les défis, ça a été comment travailler sur les circuits de référencement et comment mieux détailler les responsabilités de VBG et de protection de l'enfance à niveau du circuit, à niveau des acteurs. Bashir, over to you. Thank you. Then the CP and GBV referral was limited to CP and GBV working group, as I mentioned in the first point, that the coordination was in the high level, in the coordinators. So the GBV working group was referring the cases to CP working groups, and then it was going down and versa to the other side. And then we will see how CASI addressed that in the initiative during this period. And GBV, coming to the capacity building, the GBV staff was having the capacity in GBV case management as well. The CP, they have been trained in the child protection case management, but there was a lack of some kind of capacity building to address child survivor as a joint effort between GBV and CP. And as I mentioned, Hamza will focus on that in his presentation as well. At the end of this slide, we do have GBV SOP, case management SOP, and CP case management SOP, but we didn't have something very particular to child survivor to clearly mention the responsibility and the rules of each NGO when it comes to child survivor. And in the CASI initiative, we had this kind of document to clearly tackle this kind of rules and responsibility when it comes to GBV and CP. I will stop here and I will hand over to Hamza to go through the other slides. Thank you so much. Thank you very much, Bashir. Before going to answer, I'm translating. Donc, ce qui était l'autre difficulté principale avec les fonctionnements de la coordination et en particulier les résultats dans les referral pathways, donc dans les circuits de référencement, ça a été au niveau de l'analyse de la gestion des cas. On a trouvé en Irak que les groupes de travail VBG et les groupes de travail de protection de l'enfance, ils avaient leurs propres compétences, capacités sur la gestion des cas à niveau de protection de l'enfance, pour la protection de l'enfance, à niveau de VBG pour les VBG, mais il manquait une compétence spécifique sur comment gérer les cas des enfants survivants. Et donc, quand on avait des survivantes qui étaient des mineurs, les capacités étaient inférieures par rapport à ce qui était la plus générique gestion des cas VBG, plus générique gestion des cas protection de l'enfance. Donc, on a commencé à réfléchir à des documents d'orientation et ça, c'est les collègues qui vont ensuite en parler. Et parce qu'on n'avait pas de documents qui pouvaient clarifier les rôles et les responsabilités de chaque organisation, d'un côté dans les circuits de référencement, de l'autre côté, à niveau de rôle des différents acteurs qui étaient peut-être deux spécialistes plus axés sur la protection de l'enfance et plus les VBG. Et c'est surtout les moins de 12 ans qui étaient les plus grandes difficultés dans les pratiques de gestion des cas. Over to the next colleague and the next slide. Hi everyone, this is Hamza from UNFPA, working as a NAINOA GBV working coordinator. So to continue, as Bashir mentioned before, CASI, there was no written or acknowledged referral mechanism between CP and GBV actors. So what CASI did is bringing together the CP and GBV actors to one table, agreeing on acknowledging that there was a need for some kind of concept note or coordination tool. So after that, with the support of CASI coordinator, with her visit to NAINOA, we drafted a kind of concept note that has the leading agency and supporting agency. Each agency would take over the CP or the GB component of the case. So this concept note is an achievement for the CASI in NAINOA because it brought together the CP and GB actors to one coordinated, let's say, document. Also, one of the achievements is the knowledge transfer between the CP and GBV actors.
So whenever there's a CP case, the GBV actor will also learn or like have some ideas from each other. For the next slide, the challenges, basically the limited CP and GBV actors in one location is a big challenge. So when we started this initiative, we started a piloting phase in one of Nainoa camp. So there was like a lack of CP and GBV actors in the same area. And it would be hard on the beneficiary to go from one location to another, given that some beneficiaries have lack of documentation and also have a lack of financial aid to support them with the movement. Lastly, the COVID also affected the implementation of this project as well, or initiative, because everyone has the job has like moved to the remote approach, so it would be difficult to kind of follow up with one case with two agencies. So this is basically what we did in our experience in Nainoa. And over to you if you have any questions. Thank you. Okay, thank you very much, Hamza. Donc, les collègues, Hamza, ils travaillent pour la contrepartie. Donc, c'est plus protection de l'enfance. Maintenant, nous sommes dans les sous-clusters VBG, les collègues ANFPI. Donc, en analysant les gaps qui nous a été expliqués tout à l'heure, donc avec cette difficulté des circuits de référencement, de gestion des cas comme priorité, et les collègues ont analysé d'abord les divergences et les convergences dans le travail qu'il y avait les acteurs de protection de l'enfance et les acteurs de VBG. Et ils ont amené un processus qui a été bien défini en anglais avec les mots reconnaissance, knowledge. Donc, du moment que les acteurs de protection de l'enfance et des VBG se sont rendus compte d'avoir des points communs d'intérêt et des points à adresser, vraiment de façon systématique, dans le travail, ils ont pensé de développer une note d'orientation pour la coordination et la gestion des cas, où ces responsabilités qui peut-être n'étaient pas claires dans la première analyse et dans la façon de faire qu'on avait avant en Irak sur la gestion des cas, et ils pouvaient établir de manière plus cohérente de travailler ensemble. Donc, la note conceptuelle, la note d'orientation pour la coordination et la gestion des cas a permis d'adresser les gaps dans les circuits de référencement. Des POS ont été développés. Et il a permis aussi de mettre bien à jour la cartographie. Il y a eu aussi l'atelier pour la cartographie qui a été faite. Et toutes les informations ont été mises à disposition avec les nouvelles technologies de façon accessible. Et dans cette façon de fonctionner, les collègues nous ont précisé que, par exemple, à chaque fois qu'on avait un cas de VBG pour la gestion justement de l'enfance survivante, les acteurs de VBG informaient les acteurs de protection de l'enfance. Donc ça, c'est prévu dans la nouvelle façon de travailler. Donc cette façon d'alerter, ça permettrait d'avoir une meilleure approche. Et un des défis majeurs qui ont été relevés par les collègues a été le nombre limité d'acteurs de VBG et de protection de l'enfance dans une même localité. Parfois, on a des localités où on est ensemble, parfois on a des localités où on n'est pas ensemble. Et donc, certains bénéficiaires, parce que les programmes ne sont pas toujours exactement les mêmes, il y a des spécificités différentes, ils pouvaient avoir des difficultés d'accès avec les mouvements de population, parce que peut-être un programme de protection de l'enfance pouvait appuyer une certaine partie de l'assistance aux enfants survivants qui les programmes VBG ne pouvaient pas, et vice-versa. Donc, un des défis majeurs a été pour eux, et il est toujours, le fait que les acteurs ils ne sont pas toujours dans les mêmes endroits. Après, la cartographie peut aider à connaître ces gaps et à pouvoir améliorer avec les étapes suivantes des projets de chaque acteur qui participe à la coordination. Le deuxième gros défi, c'est le travail en remote, on a trouvé des façons de le faire, mais qui n'est pas facile pour aucun d'entre nous depuis que Covid a frappé les pays. So, Hamza, I'm back to you. Oh, that's it. The presentation has ended. If you have any questions, so the challenges was the last slide. We mentioned the COVID and the financial documentation, and here we stand in the initiative.
So it's up to colleagues if you have any questions. Over to you. Ok, thank you very much. Pardon les collègues, j'étais trop concentrée sur sur la traduction. Là, vous voyez ma professionnalité en traductrice n'est pas la meilleure, et donc j'avais pas tourné les slides. Mais je pense que j'ai tout dit, sauf peut-être la question de transfert de connaissances. J'avais oublié de bien la traduire, la souligner. Donc, sur la question, en fait, que le résultat de CACI ont été pas seulement de pouvoir avoir la concept note qui a amélioré la coordination, donc les referral pathways se sont améliorés de façon de passer d'un service à l'autre, et les services sont devenus de plus en plus complémentaires, mais aussi la possibilité de transférer les connaissances à l'intérieur des organisations qui participent à l'initiative. Ça, je n'avais pas suffisamment peut-être souligné. Ceci dit, maintenant, je laisse la parole au modérateur, où je donne la parole directement au Niger. Thank you very much, dear colleagues, and apologize for the not perfect translation. And we will back to you with the question and answers at the end. Merci Hamza et merci aussi Naomi pour la traduction. On va donner la parole au collègue du Niger, Hanifa. Hanifa, tu es là? Hello, Hanifa. Emmanuel, tu es là? Oui, bonjour, je suis là. Je crois qu'il faut lui enlever le mute peut-être. Voilà, je vois. Ok, c'est bon, vous m'entendez? Oui. D'accord, merci Hanifa. Vous avez la parole. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir donné cette opportunité au Niger pour qu'à l'instar de l'Irak, nous puissions partager aussi notre expérience. Donc, je suis avec ma collègue Emmanuel Hog, qui est du sous-cluster protection de l'enfance. Moi-même, c'est Hanifa Soumana, sous-cluster violence basée sur le genre. Ma collègue avait présenté hier pendant la session en anglais, donc je prends la main pour aujourd'hui. Donc, très brièvement, le premier slide, c'est juste pour vous montrer un peu là où l'initiative, la phase, on peut dire, la première phase a eu lieu, c'est-à-dire dans la région de Difa, qui est frappée par la situation de la crise Boko Haram, donc née du Nigeria, dans la zone du lac Tchad. Pour la simple raison que c'était la région la plus affectée en ce temps, mais c'est aussi la région dans laquelle nous avons plus de présence d'acteurs, les protections de l'enfance et violences basées sur le genre. Slide suivant. On continue, slide suivant. Voilà, cependant, il faut rappeler qu'au Niger, nous avons d'autres zones qui sont affectées quand même par des situations d'insécurité, de crise. Et vous le voyez, en dehors de la zone de Difa, nous avons la région de Maradi qui est en bleu, qui est effectivement affectée aussi par la situation au Nigeria. Mais nous avons toute cette bande rouge de la zone du Liptako-Gourma qui fait frontière avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso aussi qui subit des exactions d'où la population est frappée par l'insécurité. Ce qui fait que, compte tenu du contexte du Niger où on a à peu près même en situation normale 28% de taux de prévalence des violences basées sur le genre et un pays où on a presque 76% de taux de mariage d'enfants, c'est clair que l'initiative d'enfants survivants de violences basées sur le genre est une opportunité pour nous. Et quand les deux équipes ont été approchées, nous avons accueilli favorablement l'initiative. Suivant. Slide suivant, on peut avancer. OK, donc qu'est-ce qui est autour de l'initiative? Nous avons le sous-secteur de la protection de l'enfance et le sous-secteur de lutte contre les violences basées sur le genre. L'objectif, c'est d'apporter effectivement une réponse holistique au cas d'enfants survivants de violences sexuelles dans un cadre bien coordonné parce que avant, ça n'existait pas. Comment le faire? Il s'agit dans un premier temps de renforcer les capacités des travailleurs sociaux qui sont des acteurs clés, mais aussi assurer une bonne coordination entre les deux sous-secteurs au niveau terrain. Et enfin,
mener une sensibilisation et un plaidoyer de qualité sur la problématique des violences faites aux enfants. Slide suivant. Comme résultat, nous avons tout de suite 15 champions et 5 super champions qui ont renforcé leur capacité sur les questions de gestion de choses, des cas d'enfants survivants de violences sexuelles. Vous avez des photos de certains ici avec quelques témoignages. Slide suivant. Deuxième résultat. Deuxième résultat, nous avons, suite aux interventions menées, amélioré un peu la qualité des acteurs, notamment de la police, de la justice et des ONG, mais aussi le secteur de la santé sur la façon dont il faut apporter la réponse aux enfants survivants de violences sexuelles. Troisième résultat, c'est que la qualité de la coordination aussi entre le sous-secteur protection de l'enfance et le secteur violence basée sur le genre au niveau régional, mais aussi au niveau national, a été améliorée à travers notamment l'élaboration des procédures opérationnelles standards, mais aussi des schémas de référencement, la mise en place de groupes de travail, mais également la tenue par moment de réunions communes où en fait les deux secteurs, au lieu de tenir leurs réunions mensuelles séparément, ils se retrouvent ensemble pour pouvoir discuter des problèmes. Autre résultat obtenu, c'est aussi l'intégration des besoins de CACI dans le plan de réponse humanitaire, le HNO-HRP 2020, avec un fort plaidoyer au niveau global. Slide suivant. Noémie, ça va? On peut continuer ou tu résumes? Autre résultat, c'est que les acteurs, notamment les champions, pour faire une meilleure sensibilisation et garder la dynamique, ils ont développé en fait des mécanismes d'échange où ils se renforcent eux-mêmes leurs capacités, mais ils partagent aussi leur expérience, mais aussi les problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain à travers notamment des outils comme le WhatsApp. Suivant. Après ces résultats, il faut reconnaître qu'il y a des défis. Et comme défi, on retient essentiellement la question, on revient sur est-ce que le Covid a eu un impact? Alors, les défis, ça se situe au niveau des outils de coordination entre les deux secteurs, notamment avoir une cartographie nationale des services, mais aussi une cartographie des kits post-viol et les schémas de référencement au niveau départemental, ce qui permettrait de répondre rapidement. Deuxième défi, c'est la mise en place du CPAMS, qui est le système d'information et de management de la protection de l'enfance pour la gestion des cas du DBVMS et également la gestion des cas. Troisième défi, ça se situe au niveau de la charge de travail. Nous sommes dans un pays où, en fait, quand on regarde au niveau de la coordination, le sous-cluster DVG, le coordinateur a la double casquette, mais même la protection de l'enfance où il est à temps plein, notre objectif, c'est surtout d'amener une appropriation nationale sur le terrain, c'est-à-dire que le gouvernement puisse s'approprier à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfance. Enfin, il faut rappeler que un des derniers défis se situe au niveau des services de base. Nous sommes dans un pays où la qualité au niveau des services de base doit nécessairement être renforcée parce que jusqu'ici, ce qui se fait, nous n'avons pas le niveau requis, particulièrement pour le cas des enfants survivants de violences sexuelles. Slide suivant. Alors, parlons du Covid. Est-ce que le Covid a eu un impact sur nous? C'est clair qu'à travers le graphique que vous avez ici, même si on ne le sort pas de manière très claire, on voit quand même les tendances, les progressions des enfants qui sont pris en charge. Ça, c'est les cas d'enfants qui se sont présentés ou qui ont été présentés, accompagnés au niveau des services de prise en charge. Et les graphiques montrent clairement entre 2016 et 2020, où nous n'avons que juste les chiffres de janvier à juin
2020, les tendances que ça nous donne. Donc, ça, c'est dû au fait qu'il y a eu une bonne collaboration entre les deux secteurs et que aussi les autres services, notamment la police, la santé et les autres services sociaux du gouvernement, ont pu être sensibilisés sur la problématique. Les besoins, c'est clair, il reste des besoins si nous devons avancer et nous devons avancer parce que un de nos objectifs, au vu des résultats à DIFA, c'est d'étendre quasi au niveau des autres régions, notamment Tillabéri, Tawa et Maradi. Donc, pour cela, nous avons besoin effectivement de faire une évaluation des capacités et des compétences des acteurs qui sont sur le terrain, mais également évaluer les besoins des enfants survivants de violences sexuelles dans l'ensemble de ces régions touchées par la crise sécuritaire. Troisième besoin, c'est la mobilisation des ressources pour déployer l'initiative dans ces régions-là. Quatrième élément, c'est le renforcement en ressources humaines. Je l'ai très brièvement dit, il nous faut au moins une personne qui va consacrer minimum 60% de son temps pour que nous puissions vraiment atteindre nos objectifs à travers CASI. Et il faut aussi encourager l'appropriation nationale parce que l'avantage de l'appropriation nationale, c'est que ça nous garantit la pérennité. Aujourd'hui, avec le Covid, on a certains résultats parce qu'il y a des acteurs de foi communautaires qui ont été sensibilisés, qui sont sensibles à la question et qui peuvent travailler pour que les enfants aillent au niveau de services, certains services locaux, notamment au niveau des centres de santé, mais aussi des services de protection de l'enfance au niveau du gouvernement. Voilà. C'est bon? Donc, je vous remercie et nous restons éventuellement pour d'autres questions. Merci beaucoup, Hanifa, pour cette excellente présentation. Et à mon niveau, il m'a été confié la lourde tâche de faire un petit résumé à la fois des expériences en Irak, mais aussi celles que vous avez vécues au Niger. Très rapidement, je vais prendre un instant pour souligner quelques points essentiels que j'ai notés à mon niveau. D'abord, au niveau de l'Irak, d'après les expériences que nous avons entendues à la fois de Bachir, mais aussi de Hamza, c'est qu'avec Kassi, ils ont pu identifier quelles étaient les convergences, mais aussi ils ont regardé les éventuelles divergences entre les outils et les approches de la protection de l'enfance et de la VBG qui ont finalement abouti à la création des voies d'orientation où ils sont allés les actualiser. Ça, c'était le premier point que je pense qui était essentiel et qu'ils ont réussi grâce à Kassi. Un autre point, c'était la création d'un parcours d'orientation qui a été commun et qu'ils ont créé avec les partenaires au niveau communautaire. Et ceci a été réalisé dans plusieurs sites. Et l'autre élément qui est également souligné au niveau de l'Irak, c'est qu'ils ont pu développer un circuit d'orientation que nous connaissons sous le nom de Referral Pathway vers les services VBG qui a été modifié pour inclure effectivement une section spécifique aux services d'intervention pour les enfants et les adolescents survivants. Et le dernier point, je pense, qui est aussi intéressant, qu'ils ont également souligné en Irak, c'est qu'il y a une note d'orientation qu'ils ont rédigée pour effectivement soutenir la coordination de la gestion de cas pour les enfants et les adolescents survivants. Et ainsi, cette note d'orientation a rendu opérationnels les outils de coordination de la gestion de cas qui existaient déjà et a permis de renforcer la mise en œuvre des services d'intervention de qualité pour les enfants et les adolescents survivants. Ça, c'était les points essentiels à mon niveau que j'ai noté pour l'Irak. En ce qui concerne le Niger, il y a un élément intéressant qu'ils ont souligné, qui se trouve être l'inclusion qui a été étendue des besoins et des réponses pour les enfants et les adolescents survivants dans le HNO et le HRP du Niger. Je pense que c'est un élément important et c'était peut-être une spécificité de Kassi Niger. Et ils ont pu inclure des indicateurs qui étaient multiples, mais qui visaient effectivement à renforcer les services de réponse pour les enfants survivants. Le point sur lequel Hanifa également est revenu, c'est que ce programme d'apprentissage a créé un espace pour ces champions-là, ce qu'ils appellent les champions, et des super champions également au niveau sous-national, qui a permis de partager leurs expériences et leurs apprentissages entre eux en créant une certaine communauté de pratique et qui a promu aussi la qualité technique et l'accès
pour les enfants et les adolescents survivants. Le dernier point qui est aussi intéressant, c'est que avec la création de ce programme d'apprentissage qui a, comme vous le savez, duré presque 9 mois, a permis de renforcer les capacités des acteurs, non seulement de la protection de l'enfance, mais aussi de la VBG, inclut aussi les acteurs de la santé qui travaillent directement avec les enfants survivants. Alors, les méthodes qu'ils avaient utilisées, comme ils nous ont partagé, comprenaient à la fois le renforcement des systèmes existants par le biais d'un soutien entre les pairs, une communauté de pratique qui est en français, en l'occurrence un groupe WhatsApp qui existe et qui continue à animer une identification des convergences des activités entre les acteurs de la santé publique, de la VBG, comme je l'ai dit tantôt, et ils ont pu aussi bénéficier d'une formation CCS. En gros, c'était les points essentiels que j'ai notés. Éventuellement, je n'ai pas tout listé. Je m'en vais repasser la parole à Oswald pour la suite de l'agenda. Merci. Merci beaucoup, cher Adama, pour ces résumés. Bon, je vais passer à l'autre présentation. On va partager quelques exemples pratiques et des outils de coordination de la phase 2 de l'initiative CACI. Désolé, je ne vais pas faire la présentation avec la vidéo parce que la connexion n'est pas forte. On risque d'avoir des petits soucis. Alors, comme c'est mentionné dès le début, donc CACI, c'est une initiative qui promet, qui fait la promotion de la collaboration et la coordination entre la protection de l'enfance et aussi les VBG. Vous savez que les deux sont complémentaires pour répondre aux besoins des survivants enfants et des adolescents. Et pour ça, il faut une vraiment forte collaboration, c'est tout ce qui concerne la programmation, le développement des outils, coordination, tout ça. Alors là, je m'en vais directement partager quelques cas pratiques. C'était déjà mentionné par les collègues de l'Irak et du Niger. Mais pour renforcer cette collaboration et la coordination, on doit d'abord penser à mettre en œuvre ensemble, conjointement, je veux dire, la cartographie des services et les systèmes de référencement. C'est très important. C'est très important. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux outils, mais de voir si les outils existent. Et si ces outils, ils existent déjà, de les analyser ensemble. VBG, protection de l'enfant, ils se mettent ensemble pour analyser et regarder quels sont les gaps, les lacunes dans les services. Est-ce que les systèmes de référencement sont mis à jour, la liste des contacts des personnes. Ça, c'est des choses qui ont été faites par les collègues dans les différents pays et qui ont beaucoup amélioré la collaboration et la coordination, surtout l'accès et la qualité rapide aux services de prise en charge. Le deuxième outil, ça concerne les postes, les politiques, les procédures opérationnelles standards. Là, encore une fois, il ne s'agit pas de créer de nouvelles politiques, mais de renforcer l'aspect prise en charge des enfants dans les outils qui existent. S'ils n'existent pas, il faut les développer conjointement. Vous pouvez peut-être, si ça existe déjà, faire un addendum ou un annexe en ce qui concerne uniquement l'initiative CACI. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble, DBV et protection de l'enfance, pour améliorer la qualité, l'accès des enfants et adolescents survivants aux services disponibles. Il y a des éléments, par exemple, qui sont très importants dans les politiques opérationnelles standards qu'il faudra veiller et voir sur lesquels il faudra veiller et voir s'ils existent déjà dedans. C'est par exemple les rapportages obligatoires, ce que nous appelons les mandatory reporting. Bon, ça, ce n'est pas dans tous les pays, mais dans certains pays, il peut arriver que ces rapportages des cas VBG, incluent les cas qui concernent CACI, soient obligatoires selon les lois du pays. Comment vous allez les faire pour ne pas causer plus de risques, hein, pour ne pas créer plus de mal encore aux enfants et aux adolescentes. Il y a l'aspect, par exemple, sur les consentements éclairés et l'assentiment éclairé, ça dépend de l'âge des enfants.
qu'il faudra voir si cela existe aussi dans les politiques opérationnelles standards. Si ça n'existe pas, vous pouvez les ajouter. Il faudra voir l'esprit même du document. Est-ce que c'est basé sur l'intérêt supérieur de l'enfant? Parce qu'ici, nous parlons des enfants et des adolescents. Et bien sûr aussi les protocoles de confidentialité. Si ces éléments existent dans les documents, c'est bon, il faut les renforcer. Si ça n'existe pas, vous pouvez les ajouter à travers soit une annexe, soit en modifiant les documents. Alors, il y a un lien où vous pouvez trouver des orientations sur comment créer les systèmes de référencement pour les enfants. Naomi, ne t'en fais pas, il y a Viviane qui a posté déjà dans les chat box ou qui va poster les liens pour accéder à ça. Le système de référence. Il y a les systèmes de référence aussi pour le Cameroun, l'annuaire des prestataires des services, qui est aussi possible et qui est aussi accessible. Et Viviane va poster tous ces outils là-dedans. Prochaine slide, Naomi, s'il te plaît. Voilà, la suite, il y a l'outil que nous allons appeler l'accord de services locaux. Et ça, les collègues de l'Irak, ils ont déjà parlé de ça, ils ont expliqué comment ça leur avait aidé. Parce que par moment, il peut arriver que ça crée des confusions qui va suivre le processus de gestion des cas jusqu'à la fin. Parce qu'à un certain moment, vous allez voir dans un même rayon ou un village ou un quartier, il y a les services du BV et il y a aussi les services de protection de l'enfant qui sont là. Et il y a un cas qui est là, mais les deux, ils gèrent les cas de manière distincte. Bon, l'accord des services locaux peut aider à clarifier les responsabilités. Ça aide à clarifier les responsabilités. Il y a des exemples pour cela. En Irak, par exemple, les collègues ils ont présenté ça qu'ils ont appelé la note d'orientation sur la gestion des cas. Et là, on peut se dire que l'agence qui a référé aura les droits d'avoir des informations bien définies sur les cas référés. Et comme ça, ça va éviter cette confusion de qui va continuer la gestion des cas jusqu'à la fin du cas. Il y a bien évidemment aussi les plans de réponse humanitaire et l'aperçu des besoins humanitaires aussi. Et d'ailleurs, vous y êtes pour le moment, qui serait vraiment très important de mettre en lumière les besoins des enfants et des adolescents survivants dans les Etcheno et Charpi. Et j'ai vu déjà dans les chat box, il y a quelqu'un qui a posé une question sur le financement Etcheno et Charpi en ce qui concerne les KST. Je crois que les collègues vont avoir une réponse pour cela. Il y a des outils qui sont en cours de développement, des outils et des matériels qui sont en cours de développement. Il y a la fiche conseil de coordination pour COVID. C'est vraiment en phase finale et ça sera partagé bientôt. Cette fiche conseil de coordination donne des orientations aux coordinateurs GBV et protection de l'enfant sur comment ils peuvent collaborer ensemble, comment ils peuvent renforcer la coopération sur terrain tout au long du cycle de programmation humanitaire. Mais c'est spécifique au contexte du Covid. Ça sera partagé bientôt. Je crois que Viviane a promis de le partager aussi dans les chat box. J'espère qu'elle va le faire. Il y a un autre outil qui est en cours d'élaboration. C'est un outil pour l'orientation de la coopération sur le terrain entre la coordination protection de l'enfance et VBG. La différence entre le premier outil est spécifique au COVID-19, tandis que le deuxième outil, lui, il est global pour tous les contextes humanitaires. Comment collaborer dans toutes sortes de contextes humanitaires. Ça vous donne des orientations. Après, vous pouvez adapter à votre propre réalité, à votre propre contexte de terrain. Et en troisième point, il y a des analyses aussi qu'il faut faire ou qui devraient être faites pour comprendre les obstacles rencontrés par les enfants et les adolescents survivants en ce qui concerne l'accès aux services. Il y a des pays pilotes qui sont pour le moment concernés par une analyse qui est en train d'être menée. C'est le Kenya et la Philippine.
pour le moment. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir une compréhension plus ou moins approfondie des obstacles, des barrières auxquelles font face les enfants et les adolescents survivants des VBG, afin qu'on développe une méthodologie basée sur une méthodologie d'action basée sur les résultats des obstacles. Donc, une programmation éclairée par les résultats de l'analyse. Peut-être dans les prochains jours, l'équipe de coordination CACI globale partagera avec les autres pays les résultats des Philippines et du Kenya pour s'y référer et voir comment adapter ces différents outils à leur propre contexte. Merci. Je pense que c'est tout. Merci, s'il vous plaît. Alors, on va passer à la présentation des collègues de IRC. Je laisse la parole à Tizita, je pense. Tizita, tu es en ligne. Hello, my name is Tizita Kizadik. I am a child protection and gender-based violence child survivor specialist for IRC, based here in California. So I will be focusing on the CACI Learning Program Phase 2, and it technically focuses on the technical capacity building of supervisors and managers for 8 months long, which incorporate the technical capacity building training as well as the coaching series. And in relation to that, we have also capacity building through sub-award for operational capacity of national NGOs. On top of that, as a third pillar, we have community of practice and also a global workshop on CACI programming, such as CCS training and coordination piece. Next slide, or can we do the interpretation? Yes, please, Tizita. Thank you very much. So, notre collègue Tizita s'est présentée. En fait, elle travaille pour IRC, qui est partenaire dans cette initiative, comme on a vu dans l'introduction. Et IRC a ce rôle d'appuyer dans la phase 2 et 2, mais même avant, le développement des capacités techniques du projet de l'initiative CACI. Donc, c'est d'un côté le renforcement des capacités pour les superviseurs et des gestionnaires de cas, c'est le coaching, les sessions de coaching pour accompagner la gestion des cas et donc pour pouvoir avoir des superviseurs qui intègrent de plus en plus tout ce qui sont les éléments de CACI qu'on a vu précédemment. Et deuxièmement, il y a la partie de capacité opérationnelle des ONG nationales. Donc, il y a un travail de renforcement des capacités de ceux qui sont les ONG partenaires nationales pour avoir cet agenda qui permettra dans un futur assez proche qu'on espère que les ONG nationales soient capables de pouvoir offrir ce type d'assistance en gestion des cas et intégrer protection de l'enfance VBG. Et la dernière partie, c'est la communauté des pratiques globales de praticiennaires de VBG et de protection de l'enfance. Donc ça, c'est ce qui IRC est en train de gérer les 3 éléments, donc les superviseurs, les coachings, surtout au Sud-Soudan et Yémen, c'est les 2 pilotes. C'est pour ça que tout le monde nous parle anglais aujourd'hui, parce que les pays choisis sont plutôt anglophones. On a seulement un des pays francophones, ça c'est une parenthèse de Noémie. Et donc les partenaires avec les ONG nationales et la communauté des pratiques. Over. Tizita, for you. Thanks, Naomi. So the CACI Learning Program for Phase 2 focused on Yemen and South Sudan. So for South Sudan, so far we have conducted coaching and supervision training, launching workshop, and caring for child and adolescent survivor training. And, this training has been provided for UN agencies, international NGO, and national NGOs. And I would have a partner who would be presenting later today.
And across the board, we provided so far the implementation on remotely, which means online or virtually. All those training has been provided online and virtually. And on top of that, we're in the process of sub-awarding for 2 national NGOs in South Sudan. And we have selected in collaboration with CP and GBV subclusters, and we're on the final stage of finalizing the pre-award and providing the sub-award grant. Naomi, tu es amite, hein? Oui, Naomi, tu as... Oui, pardon, j'arrive pas à m'amouter. J'ai touché dessus, j'arrive pas. Ok, pardon. Donc, pour ce faire, IRC a une méthodologie d'apprentissage à travers un programme bien établi avec plusieurs phases de formation qui amène enfin à la dernière partie dans une subvention pour les ONG. Donc, d'abord, ils ont fait une formation sur la gestion des cas pour les superviseurs pour pouvoir permettre d'avoir cette approche à échelle avec les gestionnaires des cas et les formateurs. Et malheureusement, comme ça, la première activité était avant le Covid, depuis que le Covid a frappé, tout est fait à distance avec les défis que nous connaissons parfois de travailler dans des zones où on n'a pas une très bonne connexion. Il y a eu une évaluation aussi qui s'est faite. Après, il y a eu un atelier de lancement de l'initiative, d'autres formations qui ont suivi avec tous les acteurs de protection de l'enfance et VBG, et toujours en ligne à distance. Et maintenant, ils sont en train d'arriver à la phase de collaboration de last stage, donc la dernière phase avec les ONG où les subventions vont partir et la gestion des cas sera effective dans ces learning programmes. Over to you. Yeah, thanks, Naomi. Next slide. So we had, as I mentioned earlier, the capacity building training has been provided virtually or online. So our challenge and lesson learned really focus on the virtual training and remote engagement. So we had a challenge around like access to internet, especially for those who was working remotely. And we had also a challenge around trying different technology platforms such as Kaya, Google Classroom, Zoom, and Kahoot and Jamboard kind of platform. We've tried this, but we had a challenge. And time constraint, which has been a challenge so far because we convert in-person training to virtual training. Lesson learned, we have learned that familiarizing participants with technology and platform in advance is really useful, and engaging participants regularly can be very much advisable, especially if you're going to engage participants remotely. And the need for having more platform for CP and GBV actor is one of the lessons learned that we've got. Ok, à niveau des défis et des leçons apprises, beaucoup des défis sont très liés au travail en remote, qui est tout nouveau pour tout le monde. Donc les questions pas seulement d'accès Internet, mais aussi de performance de certaines plateformes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu piloter, essayer plusieurs plateformes de partage pour en fait voir celle qui est un peu plus performante par rapport à un pays, la connexion, les habitudes de l'utilisation. Donc, ils ont utilisé Gaia, Classroom, Zoom et d'autres. Et l'autre défi, c'était dans la gestion de temps de faire les choses online, comme on le voit toujours, même aujourd'hui. Et pour les leçons apprises, ce qui était intéressant, c'était justement de voir un peu ce qu'on voit dans la pratique aussi des présentations précédentes, de besoin de vraiment avoir un plus d'intégration, donc une nécessité d'un plus grand nombre de plateformes, des occasions dans lesquelles les protections de l'enfance et les VBG travaillent pas seulement en échange, mais vraiment conjointement. Et aussi, l'autre défi toujours lié à la technologie,
c'était justement la capacité de compréhension, d'utilisation des outils. Et en dernier, la question d'avoir des communications assez régulières. Parfois, on avait des gaps en communication lors de l'initiative, donc il fallait relancer les collègues. Tizita, over to you again. Thank you, Naomi. So I have here Stella and Kudzi, who are our partner. Stella is a GBV project coordinator for Active Use Agency, and Kudzi is a protection manager for Universal Intervention and Development Organization. So I would like to invite both of them for the presentation. Maybe I Okay. Good afternoon once again. Yeah, I'm called Stella. I'm called Stella Minda Jonathan. I work for Active Youth Agency in South Sudan. Active Youth Agency is a national non-governmental organization, and our vision is to empower, strengthen, and build the capacity of communities through advocacy and communication, socio-economic activities, health, and civic education for peaceful coexistence in South Sudan. In South Sudan, we have 10 states. So Active Youth Agency is currently operating in 3 states in South Sudan. One, the Central Equatoria, specifically in Juba and Lobonoc. Then they're also in Western Equatoria, that is in Mundu West, Mundu East, and Bolo. And then in Western Bahar Ghazal, we are also in Raja. Active Youth Agency in South Sudan has experience of 15 years. And then basically in working with gender-based violence survivors and children, we also have 9 years of experience. Translation? Yes, please, Stella. Thank you very much to be there. Alors, Stella est notre collègue qui travaille pour cette organisation pour la jeunesse qui s'appelle Jeunesse Active, Agence pour la Jeunesse Active, AYA, Active Youth Agency, en Soudan du Sud. La vision de l'organisation de Stella, c'est de pouvoir autonomiser, de pouvoir empower, renforcer et développer aussi les capacités des communautés locales afin de pouvoir, à travers les plaidoyers, la communication, les activités socio-économiques de santé et d'éducation civique avec l'objectif de la coexistence pacifique dans le Sud-Soudan. À niveau opérationnel, ils sont actifs dans les États qui sont cités dans les slides. Pour ceux qui sont familiers au Sud-Soudan, pour ceux qui ne sont plus familiers, c'est un bon nombre d'États quand même qui peuvent être couverts. Ce n'est pas une toute petite couverture. Et ils ont 15 ans d'expérience dans les pays, donc 9 axés sur les questions de violence faites aux femmes basées sur les genres. Et Stella, over to you again. Okay. Active Youth Agency is very lucky and happy to be part of CASI. So we have experience with CASI, basically in capacity building. So the first thing we had with CASI is we participated in remote capacity building trainings on case management, supervision, and coaching. The second one, we also participated in the launching of CASI program. And then the last one of reason, we also had a chance to participate in caring for child survivors training. So in this training, we understood and learned about supervision skills, attitudes, knowledge, experience, staff care, and well-being. We also had chance of getting necessary tools that we are shared during the meeting. Also, as a result of these trainings, we are now confident and empowered to provide quality supervision to case workers. Another experience is we also equipped with necessary knowledge and skills and able to advocate internally to adopt some best practices, tools, approaches, and standards to caring for child survivors and support case workers to deliver quality case management to children and adolescent survivors of sexual violence. Over to you. Merci Stella, thank you.
Et donc, l'expérience de Aya, c'est très positif. Ils sont très contents. Stella a dit qu'elle est vraiment contente de faire partie de cette initiative. Et leur appui de Cassis a été surtout pour, à travers la formation de renforcement des capacités à distance, sous l'encadrement des superviseurs et la gestion des cas de façon un peu plus approfondie avec les coachings et le lancement ensuite de l'atelier et de l'initiative chez eux. Quand vous voyez les CCS comme sigle, c'est vraiment anglais, ça veut dire, ça les soutient aux enfants survivants en fait. Et le résultat de cette approche, aujourd'hui, elle peut dire qu'elles sent que l'organisation a pu améliorer ses capacités de supervision, il a amélioré les aptitudes vis-à-vis des survivantes, des enfants survivantes, il a appris des connaissances qui sont en train de aussi être appliquées et créer des expériences de la pratique de la gestion des cas sur les bien-être, pour les meilleurs bien-être des survivantes, mais aussi sur les questions des staff care, et donc de la gestion du stress à niveau du personnel pour le bien-être du personnel. Donc cette partie aussi, c'était nouveau pour eux, ils sont très contents de l'avoir intégré. Et maintenant, elle dit qu'ils ont les outils pour pouvoir assurer une bonne supervision des équipes et pour pouvoir assurer le travail des équipes à niveau de la gestion des cas. Et les équipes se sentent de plus en plus en confiance de pouvoir donner un travail de qualité, une assistance de qualité, une gestion des cas de qualité. Donc, cette amélioration des compétences, des connaissances, pour elle est déjà visible dans leur perception de résultats des CACI. Et elle est utilisable pour les plaidoyers et les partages de connaissances et surtout pour le partage de pratiques aussi à niveau de prise en charge de qualité pour les enfants survivantes et les adolescents aussi. Over to you, Stella. Okay. So during these trainings, there are things that we learn that are cross-cutting between child protection and GBV. The first thing is we learned that there's need for regular capacity assessment that includes skill, attitude, and knowledge to caseworkers. Also, we learned that there's that emotional and psychological support is necessary to child and adolescents as well as the caregiver or family members. Also, we learned that integrating 7 guiding principles of caring for child survivors and child-friendly communication techniques across each steps of case management in working with child and adolescent survivors. And we also learned that at a certain developmental stage or age of the child, trusted caregivers or social workers can make informed consent on behalf of the child while the child makes an informed assent. We also learned that based on the global best practice for child protection supervisors, the support and supervisors should from 5 to 6 caseworkers, and 1 caseworker manage a maximum of 25 case loads. So here, like we already learned that supervisor can support from 5 to 6 caseworkers, and 1 caseworker can manage maximum of 25 cases. Whereas in GBV, supervisors can support like 8 caseworkers, and 1 caseworker can manage maximum of 20 cases. Over to you. Ok, merci Stella. Donc, les apprentissages du CACI jusqu'à là dans l'organisation AYA, quels sont-ils? Première chose, on a vu qu'on a besoin quand même d'avoir une évaluation régulière des capacités transversale à la protection de l'enfance à l'EVBG. Deuxièmement, on a besoin quand même d'investir sur les soutiens émotionnels et psychosociaux des enfants adolescents qui subissent les violences, mais aussi de personnes, de caregivers, les personnes qui s'occupent d'eux et les membres de la famille qui peuvent être justement ces caregivers. Et troisièmement, on a vu qu'intégrer les 7 principes de soutien aux enfants survivantes et les techniques de communication adaptées aux enfants à chaque étape de gestion des cas était vraiment quelque chose de très efficace.
Et quatrièmement, ils ont appris qu'à une certaine phase du développement, la question du consentement est liée à la confiance que l'enfant, qui est un adolescent surtout, peut faire au gestionnaire des cas. Donc, les consentements éclairés à niveau de l'enfant à cette dimension-là qui s'ajoute au travail, donc selon les stades de développement de l'enfant. Dernier apprentissage, c'est que vraiment un superviseur VBG ne peut pas avoir plus de 5 ou 6 travailleurs sociaux et que chaque travailleur social peut gérer maximum 25 dossiers. Donc, en fait, il ne faut pas avoir plus de 20 cas plus ou moins ouverts pendant la gestion des cas. Et c'est leur recommandation générale qu'ils peuvent avoir en comparaison avec la recommandation globale des maximum 25 dossiers. Stella, over to you. Okay. Yeah, as Aya, we have a plan of like putting what we learned from this training to practice. So the first thing we are going to do in our plan is like, based on learning plan, we are planning to conduct capacity assessment of caseworkers regularly and integrate it with the existing in-house capacity action plan. We also plan to improve the case management by including one-on-one supervision to caseworkers, group case management, observation, shadowing, and etc. And also based on knowledge that we gain during this child caring for child survivors training, we also have a plan to conduct the same training to caseworkers that are within our organizations and those that are outside the organization. We also, with this training, there's going to be collaboration and coordination between child protection actors and GBV actors. The last point is previously, as Aya, we are referring some child survivors to other child protection actors. However, with CASI technical capacity building, now Aya will provide timely and quality case management and PSL services to children and adolescent survivors. In addition, plan to provide self-care for caseworkers. Thank you very much. Over to you. Thank you very much, Stella. Donc, enfin, ces slides-là, c'est un peu plus sur le next step, donc la prochaine phase de l'apprentissage qui ont eu à la pratique, comment on va l'améliorer. Et donc, ils veulent sûrement suivre régulièrement les capacités des travailleurs sociaux, donc éventuellement intervenir avec justement les superviseurs au fur et à mesure selon les besoins. Donc, il est prévu d'améliorer cette gestion des cas en ajoutant un peu plus de supervision individuelle de chaque travailleur social qui est sous un superviseur et en ajoutant d'autres modalités de travail qui ne sont pas encore très présentes, comme la gestion des cas en groupe et aussi la mise en place d'un système d'observation qui permet justement de renforcer la supervision et l'indépendance aussi de chaque travailleur social, sous la base de ce qui sont les connaissances acquises. Donc, il y a un gros investissement qu'AIA va mettre objectivement sur la gestion des cas. Et l'autre élément sur lequel l'organisation veut investir, c'est la collaboration et la coordination avec les acteurs de protection de l'enfance et des VBG, et beaucoup plus que ce qui était fait avant. Donc, cet apprentissage d'un besoin de coordination est vraiment prévu maintenant dans la pratique. Et avec les nouvelles techniques qui ont été apprises par AIA, il y a une conscience de renforcement effectif de la capacité de services d'appui psychologique et de l'autre côté aussi de l'appui au staff qui sera un des investissements qui vont aussi continuer pour pouvoir assurer une meilleure qualité, quoi. Et, I think that Stella, this is the last one. So now we are passing to Onidor. Yeah, sure. Thank you. You're welcome. So, vous aidez? Oui,
Merci Naomi et Stella. Je pense qu'on est à la fin de notre webinaire. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. Il y a certaines questions, comme par exemple la question sur les HNO et HRP. Oswald, oui, on a la dernière collègue. Yeah, sorry, I was muted. Okay, Pardon. here you are. Taking over from Tizita and Stella and still in South Sudan, my name is Kudzanai Mativirira, and I work for Universal Intervention and Development Organization as a protection manager. UNIDO is a national organization whose vision is to alleviate suffering, resolve humanitarian crisis, and save lives. We are operational in Unity State, which is one of the states that was mostly hit in the 2013 conflict. And we operate in Koch, Paninja, Mayendit, and Lair counties. We have 16 years experience operating in South Sudan, and we have 6 years experience working on child protection and gender-based violence. Next slide. Pardon, I'm gonna translating you first. So, Kudza est notre collègue au Sud-Soudan qui travaille pour l'organisation qui s'appelle Organisation universelle d'intervention et de développement UNIDOR, en sigle anglais. Et on a une vision d'atténuer les souffrances et résoudre les conflits pour pouvoir prévenir de futures crises humanitaires au Sud-Soudan et pouvoir sauver des vies. Ils sont opérationnels dans un seul état du Sud-Soudan, mais qui est celui-là qui a été le plus frappé depuis la guerre. Ils ont 16 ans d'expérience dans les pays, dont 6 ans de travail sur les violences basées sur les genres. Over to you. Thank you. You're welcome. Okay, as you heard from Stella and Tizita, the training was comprised of CP and GBV actors. So we had some cross learnings, and I'm going to present on the cross learnings between child protection and GBV and vice versa. We were also learning from the other CP partners. The first one was mandatory reporting is an exception to the principle of confidentiality, thus making sure sharing limited information. We said in order not to compromise confidentiality, even if there's mandatory reporting, we should just share the essential information. The other problem is also that due to funding constraints in some places, in context, it is difficult to respond in timely and effective manner because there will be no GBV partners. So it becomes a challenge. Then on the gender-based violence actors, we learned that children disclose sexual abuse differently, and disclosure is often a process rather than a single or specific event. So we suggested that as service providers, there is need in making sure you maintain a relationship and also making sure that you use the communication skills that we learned in the CASI program. The last thing is many cases go unreported because majority of child sexual abuses are interlinked to harmful traditional practices. If we look in a case and point of South Sudan, there are a lot of harmful traditional practices that people take as normal. Examples of these are early and forced marriages. Therefore, we said these sometimes hinder us in implementing the CASI project. Next slide. Thank you, Kudzi. Donc, à niveau de l'apprentissage de UNIDOR, Kudzi est en train de présenter à niveau de ce qui sont les apprentissages transversaux entre les VBG et la protection de l'enfance. En ce qui concerne, comme ils ont fait les prédécesseurs, ce qui concerne la protection de l'enfance, on a 2 éléments principaux. La première question, c'est que la déclaration qui est obligatoire
c'est qu'en anglais, on dit mandatory reporting, et il est en conflit pérenne avec la confidentialité, surtout pour les enfants un peu plus âgés. Et donc, ça, c'est un problème au niveau de la gestion de protection de l'enfance qui est commun au VBG. Deuxièmement, la question des financements. Il y a pas mal de zones au Sud-Soudan où on a des acteurs de protection de l'enfance, mais on n'a pas des acteurs de VBG. Donc, quand on n'a pas les correspondants pour les VBG, qui sont peut-être un peu moins financés dans ces zones-là, on a des problèmes de référencement et de collaboration. À niveau de question des VBG, les deux défis principaux, c'était la question que les enfants, ils ne dénoncent pas les abus sexuels, tous les autres problèmes de VBG de la même façon que les adultes. C'est rare qu'ils soient sur un épisode unique, donc dénoncer un viol par exemple, mais c'est plutôt quelque chose qui est plus long dans le temps, et donc c'est une différente façon de rapporter un incident. Et le deuxième problème, c'est que beaucoup de cas ne sont pas signalés parce que c'est des pratiques traditionnelles nuisibles. Donc, c'est des violations des droits de l'homme, des violations des VBG qui sont acceptées par la culture comme le mariage d'enfants, par exemple. Donc, ce type de violation est difficile à être adressé parce que c'est très accepté et ça ne ressort pas comme cas à rapporter. Over to you. Thank you. And as both a beneficiary of the CASI Learning Program as well as the SAB Award, we have put a plan for integration of learning into the implementation of the SAB Award grant activities. In other words, we are trying to put the learning that we have learned into practice. So we are going to make sure we implement an action plan for supervision during the CASI Learning project period. This will be meant to ensure that the caseworkers and the supervisor are aware of effective and efficient services to the survivors. We are going to adapt supervision and coaching tools such as shadowing or observation to UNIDO context. We are going to arrange one-on-one supervision sessions with caseworkers to ensure that those caseworkers who have some challenging cases or complicated cases also get assistance. We are going to adapt communication tools and techniques and share with caseworkers. From the previous presentations, I think you heard about the issue of communication skills. So we are going to share them with our caseworkers so that they will be able to communicate well with the survivors of sexual violence and their families. We are going to advocate further for senior managers to reduce the caseload to 25 or less per each caseworker. Previously, we were allocating a lot of cases to our caseworkers, and we realized that they were also compromising quality. So from the CASI Learning Program, we learned that we have to allocate cases that there's a ratio for caseworker to the number of cases, so 25 or less per each caseworker. And lastly, we are going to provide caring for child survivors training, caseworkers and other multi-sector that includes guiding principles, communication, psychosocial support, and coordination. All this is meant to ensure that we integrate child protection and gender-based violence into the other sectors. Thank you very much. And in Arabic, we say, shukran. Shukran to you. Presentation. So, pour la dernière slide de Kotsa, on discute justement, comme la précédente analyse, de l'apprentissage à ce qu'il y a en pratique maintenant et ce qui sont les prochaines phases, parce qu'elles aussi ont bénéficié de différentes formations qu'IARC a présentées, et maintenant ils sont dans les prochaines étapes. Donc, avant tout, et en premier lieu, ils veulent mettre un plan d'action pour pouvoir soutenir bien la supervision qui a été apprise pendant les formations, en considérant une période d'apprentissage pour les superviseurs. Deuxième chose, ils n'ont pas des outils qui sont très adaptés à ce qui était les formations reçues, donc il y a un travail d'adaptation de l'outil pour un meilleur encadrement, peut-être des outils qui n'étaient même pas en place, pour pouvoir suivre la gestion des cas. Et l'organisation des séances de supervision individuelle sera une nouvelle méthodologie mise en place et qui commence déjà maintenant pour les travailleurs sociaux. Et aussi
l'adaptation des outils de communication avancés pour les travailleurs sociaux. Et elle, comme l'organisation précédente, AYA, il voudrait aussi réduire le nombre de travailleurs sociaux supervisés par un superviseur pour avoir une meilleure qualité, et une qualité assez compréhensive. C'est ça le mot qui a été utilisé par la collègue. Et enfin, il voudrait aussi pouvoir donner des formations plus larges, avec plus de concepts pour la communication, pour la coordination et pas seulement sur la gestion des cas. Bien évidemment, la phase de renforcement des capacités continues des travailleurs sociaux était soulignée et c'est le dernier point tout en bas de cette page de présentation. La collègue nous a dit shukran, que je pense que tout le monde connaît les mots, pour nous remercier dans sa propre langue maternelle. So thank you very much to the colleagues from IRC and UNIDOR and AYA for this presentation. I give over the floor to my colleagues moderating. Donc, merci à tout le monde. Et pour cette partie, je donne la parole à Oswald. On est un peu vraiment out of time. On savait qu'on avait un peu de défi de traduction parce qu'il y en avait beaucoup de collègues anglophones aujourd'hui, mais on a pensé que c'était très important de faire ces webinaires en français comme en anglais pour pouvoir aussi aller dans une phase qui puisse mieux toucher l'Afrique de l'Ouest et centrale, et où on a le monde francophone, mais pourquoi pas le Burundi aussi, Haïti et d'autres pays où le travail est en français. Et on voudrait commencer avec ces genres de journées, un parcours qui ne va pas avoir seulement le Niger comme pays phare de CACI, mais commencer à développer des leçons apprises et un parcours pour les francophones. Donc, s'il y a des questions brûlantes dans les chats qui n'ont pas été répondues, les collègues ont essayé de répondre à toutes les questions possibles dans les chats. Et vous êtes là vous pouvez continuer à écrire. Et vous pouvez toujours vous adresser à Stéphanie et à Adama qui gèrent les helpdesk du CPAOR et pour les GBV-AOR qui sont nos points focaux principaux. Et pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, notre star est M. Oswald qui est en train de présenter avec nous aujourd'hui. Donc maintenant, j'arrête de faire mon plaidoyer pour l'Afrique de l'Ouest et je laisse la parole à Adama pour la clôture. Et je vais mettre sous les chats aussi les liens pour l'évaluation. Comme les webinaires dans lesquels vous êtes connectés aujourd'hui, c'est un webinaire dans le cadre du Global Protection Forum, et donc la retraite annuelle qu'on avait dans un format complètement différent les années précédentes. Et on a un suivi évaluation qui est fait en analyse et en comparaison avec toutes les activités en cours de Global Protection Cluster. Et que je vous invite vraiment, même si c'est en anglais, on s'excuse, on l'a fait seulement en anglais, je vous invite vraiment à répondre aux questions. Et je laisse la parole à Adama. Merci beaucoup Noémie pour cet excellent passage de flambeau et pour les mots de clôture, je souhaite juste passer un grand merci à toute l'équipe de coordination qui a... Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Je pense. Oui, on t'entend, Oswald. Je reprends. Je disais que je souhaitais passer un grand merci à toute l'équipe de coordination qui a permis de rendre possible surtout cette version française de ce webinaire. Je pense que nous en avons tous besoin. Et nous pouvons aussi nous réjouir de l'avoir et d'avoir jusqu'à maintenant presque tout le monde encore connecté. Nous sommes désolés que ça a dépassé un peu plus de temps que prévu. Mais aussi, nos remerciements vont à l'égard de l'équipe de l'Irak, du Niger, du Sud du Soudan, pour avoir partagé non seulement leurs expériences, mais aussi d'avoir répondu aux différentes questions qui étaient posées dans la boîte de conversation. Et enfin, nous serons vraiment très ravis d'entendre si vous avez d'autres options ou d'autres idées sur la meilleure manière de pouvoir encore améliorer la coordination entre la protection de l'enfance et le PDG. Nous restons surtout à l'écoute et à votre disposition pour toute demande dont vous aurez besoin. Et nous attendons que ça, nous serons très attentifs. Et enfin, je vous prie de bien prendre soin de vous autant que vous prenez soin des autres. De par là, je vous dis au revoir et à très prochainement. Merci tout le monde. Au revoir.
Bye, merci.